Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous avons un patrimoine exceptionnel en France, et notamment en littérature. Oui, en 1672, un certain Jean-Baptiste Poquelin écrivait la comédie que tout le monde connaît, dont on se délecte d'ailleurs, Les Fourberies de Scapin. Notre talentueux Molière pourrait-il être dans l'air du temps, en 2024, en écrivant Les Fourberies de Manu, une comédie tristement dramatique et réaliste. Allez, soyez les bienvenus dans La France Libre, une émission du CNTF/CH avec Bruno, avec Philippe, et puis certainement Jean-Pierre qui va nous rejoindre, et puis vous, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toutes, Bienvenue bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Alors, oui, Sylvain, on pourrait parler aussi de Tartuffe en parlant de notre cher président. ah oui, on peut faire défiler un sacré nombre de personnes, effectivement, et à lui tout seul. Une pléiade. Une pléiade, exactement. Voilà. Bah, il a été donc à l'Assemblée nationale. Alors j'ai vu quelques images où il avait reçu dans cette même Assemblée française Monsieur Zelensky. Où, à un moment donné, je me suis demandé si je rêvais, mais non, pas du tout. Il était là au milieu des députés, et qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, il faisait sûrement aller chercher de l'argent, voir son copain, engager un peu plus la France sur la pente de la guerre. Quoi d'autre? Enfin voilà quoi. Donc c'est quelque chose d'assez bizarre. Et il a remercié tous les Français. Alors je suis pas certain que tous les Français aient voulu qu'ils viennent à l'Assemblée nationale, qu'ils aient voulu donner tous ces milliards à ce monsieur qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et je suis pas sûr non plus que une grande partie des Français ne soit pas au courant du fait que ce monsieur, il en garde un peu pour lui, comme on dit, hein, chaque fois que l'argent arrive. Hein. Donc voilà. Donc on sait plus très bien sur quelle pièce de théâtre on se trouve, et là on est obligé effectivement de ramener Molière sur le devant de la scène pour savoir si c'est les malades imaginaires ou le médecin malgré lui, mais il y a quelque chose d'une comédie qui s'enclenche effectivement. On a vu une comédie. Bonjour à Jean-Pierre. Salut, bienvenue Jean-Pierre. Ou la tête à l'envers? Non, c'est la tête à l'endroit aujourd'hui. Ça dépend comment je retourne mon téléphone, voilà. D'accord, là t'es bon, là. Tu étais très très bon. Alors, Donc, par voilà. rapport à ce que tu dis, Philippe, moi, je voudrais revenir aussi sur le fait que Zelensky a été invité hier aux cérémonies de commémoration du débarquement, parce que pour moi, je trouve qu'on marche sur la tête, parce que il aurait fallu inviter les Allemands aussi. Et puis, il aurait fallu évidemment inviter les Russes, qui ont perdu 20 millions d'hommes. Je dis il aurait fallu inviter les Allemands parce que il faut pas oublier qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine était pro-nazie, et même tellement pro-nazie que plusieurs divisions ukrainiennes étaient donc enrôlées dans les SS. Donc ça, malheureusement, on l'a oublié. Enfin, certains l'ont oublié, notamment la Macronie. Voilà. Voilà ce que je Ils n'ont pas oublié, ce sont les pauvres malheureux qui sont morts à Oradour-sur-Glane en 1944, et ils ont été tout simplement massacrés par une division SS ukrainienne, effectivement. Hein. Donc c'était des Ukrainiens, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il a même été dit que le premier mort au moment du débarquement, la veille du débarquement, le premier mort français a été tué par un soldat de l'armée allemande, mais qui était ukrainien. Voilà, donc on pourrait passer du temps à dire c'est pas moi, c'est l'autre, souvenons-nous d'un côté mais pas de l'autre, etc. Aujourd'hui, on a effectivement un concours de mauvaise foi, c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est de raconter l'histoire que d'un côté sans tenir compte de l'autre côté. Voilà, donc on entend tous et n'importe quoi sur le dos de Monsieur Poutine qui n'a jamais la parole, évidemment, hein, en tout cas pas sur les médias français et mainstream français. Même sur les autres d'ailleurs, à ma connaissance. Donc voilà, on est vraiment mal informé et désinformé, si je puis dire. Alors ça me fait penser qu'il faudrait pouvoir fermer notre télé les uns et les autres pour éviter de subir cette douche permanente de désinformation. Voilà, et puis aller un peu plus sur Internet pour se réinformer. Pour découvrir, par exemple, une bonne nouvelle quand même, hein, les ours blancs se régénèrent en Norvège, le saviez-vous? Svalbard, qui est une région nord de la Norvège, hein, figurez-vous que les ours blancs qui étaient donnés comme une race en voie d'extinction dans les années 60, eh bien se refont la cerise, si je puis dire, et ils sont plus lourds, en meilleure santé, etc., etc. Bon. Réchauffement toujours, en tout cas, enfin encore plutôt. La Suède était plus chaude qu'aujourd'hui il y a 6000 ans. 6000 ans sur la carte, sur le temps géologique, c'est rien. C'est un poil de grenouille, comme on dit chez moi. C'est rien du tout. Quoi. Donc hier encore, il faisait chaud en Suède. Donc aujourd'hui, il fait plus froid en Suède qu'hier.
Donc le réchauffement, il est peut-être en train de se réaliser, effectivement. Il est mesuré possiblement par des instruments, même c'est tout à fait possible, mais il n'est en aucun cas le fruit d'une activité humaine, et il ne prédit pas non plus qu'on va tous mourir, contrairement à ce que ces messieurs veulent nous faire croire. On va tous mourir. Et on Ah oui, retiendra la date du 10 juin pour les Jeux Olympiques, mais des BRICS. Bah oui, les BRICS ont organisé leurs propres Jeux Olympiques et ça démarrera donc à partir du 10 juin, un événement exceptionnel. ah oui. On peut rajouter aussi, Philippe, parce que tu disais que le Groenland, comme son nom l'indique, le Groenland, ça veut dire la terre verte. Que le Groenland, il y a à peu près 1500 ou 2000 ans, était une terre où vivaient beaucoup de Vikings et cultivaient beaucoup de choses. Il y avait beaucoup moins de glace qu'actuellement. Donc, il faisait plus chaud à l'époque. Il y avait même de la vigne, puisqu'il y a le Vinland également qui existe. Il paraît qu'il y avait de la vigne. Hein. Je ne suis pas allé vérifier. Donc voilà. Alors la question qui se pose aujourd'hui, avec les élections américaines qui se présentent, c'est qui va surveiller les élections? Est-ce qu'il va y avoir des gens en armes devant chaque voilà, on se pose la question. Qui va surveiller les élections? Voilà, donc il y a plusieurs réponses possibles. Il y a des chapeaux de couleurs différentes que je nommerai pas ici. Ils prétendent être les chevaliers blancs, pour le coup, de cette surveillance générale, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de trucage. C'est le moment, effectivement, de s'en assurer. Hein. C'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, hein, puisque si on ne le fait pas maintenant, notre avenir et celui de nos enfants et de nos petits-enfants sera largement noirci, hein, et, voilà, épaissi. Donc il convient, effectivement, si on veut bien prêter de l'intérêt à la démocratie qui consiste à faire des votes, faire des choix, etc., même si nous, au sein du CNTFCH, nous ne sommes pas d'accord pour voter pour une personne, parce que ça n'est pas du tout notre orientation. Nous sommes beaucoup plus, comme vous le savez, d'accord pour voter pour des lois, des projets, des constructions, enfin voilà, mais pas pour voter pour une personne. On n'élit pas une personne, il n'y a pas de représentation politique en démocratie. Hein. Donc voilà. Néanmoins, bah, on espère tous que le choix sera le bon et que on pourra à partir de là redresser effectivement le monde dans sa manière de se gouverner, dans sa gouvernance premièrement. Ensuite, régler les problèmes financiers énormes par des jubilés divers et variés qui nous permettront à nouveau de redémarrer une activité économique sans que nos enfants et petits-enfants soient endettés sur 5 ou 6 générations, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc voilà, donc tout ça va être mis à plat, on espère. Et on se dit que plutôt que d'avoir peur parce qu'on veut nous faire peur, hein, tout est peur. La Russie, c'est la peur. L'Ukraine, c'est la peur. Le Gaza, c'est la peur. Enfin, tout est la peur. Hein. Le réchauffement climatique, que j'oubliais. Il arrive il y a un nouveau cas, figurez-vous, qu'il y a un nouveau cas de mort subite suite à une maladie encore mystérieuse qui nous arrive, dont on ne sait tout. Et donc voilà. Donc on a peur en permanence. Donc ce qu'il faut, c'est se débrayer et désengager de cette peur, se dire non, elle ne passera pas par moi, hein, comme on disait autrefois du sida, il ne passera pas par moi. C'était une publicité. Hein. Là, on peut dire la peur, elle ne passera pas par moi. Et ça consiste à fermer la télévision et aller plus sur Internet. Oui. Alors, Philippe, moi, je vais rebondir comme d'habitude sur ce que tu dis, dans un sens qui va être positif, parce que pour moi, la peur, elle a largement déjà, depuis un bon moment, changé de camp. Parce que quand on entend Macron dire que l'Europe peut mourir, moi, je rigole. Ah oui, Pourquoi? oh oui, Parce que, ça. parce que l'Europe qui peut mourir, c'est justement l'Europe dictatoriale qui a été créée, qui a été mise en place et qui est symbolisée actuellement par Van der Leyen, qui est une Europe dirigée par une commission qui n'est pas élue et qui impose à tous les peuples des normes et des traités, des dictats qui sont, je dirais, des actions qui feraient encore plaisir, s'il était encore vivant, à Adolf Hitler. Donc à partir de là, je pense que déjà, même au niveau des cérémonies qui ont lieu hier pour la commémoration du débarquement, je pense que le général de Gaulle et Philippe Séguin doivent se retourner dans leur tombe. Parce que eux, ils n'ont jamais voulu de cette Europe-là. À l'époque de Gaulle, c'était un marché commun, ni plus ni moins. Et les nations étaient indépendantes, notamment la France. Alors qu'actuellement, Macron l'a dit et redit plusieurs fois, lui, ce qu'il veut, c'est un État européen, une souveraineté européenne. Et on ne peut pas avoir deux souverainetés, une souveraineté d'un pays et une souveraineté de l'Europe. Donc c'est simple, il veut détruire la France et l'intégrer dans une masse beaucoup plus importante, dominée par une dictature de technocrates non élus par personne.
Donc, souhaitons effectivement que cette Europe-là meure, parce que c'est l'Europe qui brime et qui opprime tous les peuples. Et au niveau du Conseil national de transition canal historique, nous, ce qu'on veut, c'est que les peuples soient libres et indépendants, et que la France retrouve sa souveraineté. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des slogans qui sont absolument affreux et qui ont été utilisés justement pour cette campagne. J'ai entendu par exemple Monsieur Glucksmann dire pour un peu plus d'Europe. Mais on n'en veut pas plus, on n'en veut plus, c'est pas compliqué. Allez, on va regarder l'actualité en images avant de développer notre sujet. Aujourd'hui, on va en Nouvelle-Calédonie, on va regarder ce qui s'est passé à Nouméa. L'actualité en images et on se retrouve après. Ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une véritable catastrophe pour l'économie. En une semaine et demie, ce sont des centaines de sociétés qui sont parties en fumée et beaucoup se posent la question de ce qu'il va maintenant se passer. Des aides sont déjà en train de se mettre en place, mais il va falloir du temps pour reconstruire tout ce qui a été détruit. On ne reconnaît plus aujourd'hui une partie de la ville de Nouméa. Alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est que va-t-il se passer dans les jours et dans les semaines à venir ? Aujourd'hui même, le Ossaria maintient l'aéroport de la Tontouta fermé jusqu'à nouvel ordre et cela ne présage rien de bon. L'état d'urgence a bien été levé, oui, mais le couvre-feu reste en place. Les forces de l'ordre essayent tant bien que mal, peu à peu, de dégager barrages et routes, mais on a un peu l'impression d'assister à un véritable jeu du chat et de la souris. Les habitants, pour beaucoup, ont peur, car l'on voit bien en circulant que la ville n'est pas encore sécurisée. À la demande du président, les partis politiques en place en Nouvelle-Calédonie doivent trouver une solution dans le mois qui vient. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est vont-ils arriver à trouver un accord ? En attendant de le savoir, les gens se relaient nuit et jour sur les barrages et une grande solidarité s'est mise en place pour beaucoup entre voisins. Voilà, donc se retrouvent autour d'un café ou prendre leur tour de garde, manger un morceau et discuter. On commence petit à petit à revoir plus de produits en magasin et les stations-service commencent à être réapprovisionnées petit à petit. Énormément de personnes également généreuses tout autour de Nouméa et du Grand Nouméa, même avec les gens du Nord ou de la Brousse. Certains ont été pêchés pour descendre le poisson ou même à la chasse pour apporter à manger aux gens ici du côté de Nouméa. Donc on peut dire qu'une énorme solidarité s'est mise en place et on peut également espérer que la fracture ne soit pas, on va dire, si énorme, parce qu'au fond, on vit tous ensemble. Il y a également pas mal de groupes dans les quartiers qui se sont montés pour faire des collectes, pour apporter que ça soit à manger ou des médicaments dans des gens, à des gens à certains endroits, à certains points. Donc voilà, on voit que à travers tout ça, les gens arrivent un petit peu à créer cet énorme élan de solidarité et à s'entraider. Voilà, et à quelque part franchir et passer une barrière. Voilà, parce que beaucoup de gens ne se connaissaient pas avant et c'est beau de voir ça en fait. Voilà. Donc on espère également que ça va pas repartir de plus belle, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a toujours de vives tensions, mais voilà, on essaye de faire au mieux et de se débrouiller et de s'entraider les uns les autres et surtout de s'apporter un peu de réconfort et de courage malgré tout ce qui se passe. Voilà. Waouh, mais ce sont des images de désespoir qu'on a vues. Ah ouais, c'est des images de désolation, mais en même temps un bel élan de solidarité. Oui, ce sont les mêmes qui ont tout détruit, qui ont besoin de solidarité, parce qu'ils ont peut-être plus grand-chose, parce qu'il n'y a plus de travail, donc ils ont effectivement détruit l'outil de travail. Donc c'est pour ça que je parle plus de désespoir. C'est que quand on en arrive là, c'est que il va forcément falloir trouver une solution, ou alors c'est l'île qui va prendre feu, quoi. Voilà ce qu'on veut éviter. Voilà ce qu'on veut éviter nous avec le Conseil national de transition français canal historique.
on veut que les gens se parlent. Et j'ai relevé une phrase qui a été dite, c'est que les gens maintenant se connaissent et se parlent. Mais il aurait mieux valu qu'ils se connaissent avant et qu'ils se parlent avant. Donc nous, si on informe toute la population de ce qui peut être la nouvelle démocratie, c'est justement pour que les gens se parlent et qu'ensemble, ils s'unissent pour éviter ce genre de choses. Éviter ce qu'a provoqué la Macronie donc en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire par une attitude dictatoriale, une attitude, je dirais donc agressive et comment on pourrait qualifier ça, une attitude colonialiste. Oh, c'est pas colonialiste, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, les Blancs peuvent s'entendre très bien avec les Kanaks. D'ailleurs, ils se sont entendus pendant un certain nombre d'années et les choses n'allaient pas si mal. Donc, en fait, c'est qu'il a mis de l'huile sur le feu. Comme il le fait actuellement en France, en essayant d'amener la France vers la guerre, et que ce soit une guerre interne, une guerre civile interne, ou une guerre contre la Russie. Donc, face à ça, il faut agir comme nous agissons, c'est-à-dire informer le peuple qu'il ne doit pas déclencher une insurrection qui va détruire, dans lesquelles on va se tirer une balle dans le pied, hein, comme ça s'est passé au moment de la Révolution française avec la terreur et la destruction d'un certain nombre de bâtiments qui faisaient partie du patrimoine historique. Donc il faut changer le système, mais le changer par le dialogue, par la bienveillance et par la discussion, et pas fonctionner à l'envers, c'est-à-dire attendre que ça se passe mal, attendre que tout soit détruit pour après se mettre à discuter. Il vaut mieux se mettre à discuter avant. Comme disait le chinois Sun Tzu dans l'art de la guerre, le meilleur moyen de faire la guerre, c'est d'éviter d'avoir la faire. Et le petit exemple que l'on vient d'avoir, justement, avec les images de Nouvelle-Calédonie, eh bien, on ne voit pas ça sur la télé, hein, sur les médias mainstream. Donc, pour éviter toute contamination, eh bien, forcément, éteindre sa télévision, c'est la meilleure chose. Absolument. Et on a vu que on n'était pas sur des zones résidentielles, mais plutôt sur des zones d'activité industrielle qui sont totalement détruites. Bon, voilà. Donc, il y a peut-être encore des endroits ou des habitations qui tiennent debout. Mais le prochain tour, ça sera peut-être celui de ceux de la classe dirigeante qui sont sûrement dans les quartiers un petit peu moins sympathiques que les zones industrielles. Et ça va risquer de déborder. Alors, on ne sait pas par ce reportage si ce monsieur est allé justement sur les zones résidentielles des Caldoches ou autres personnes. Mais ça serait intéressant, ça aurait été intéressant de le lui souffler. Mais ce que j'ai trouvé important dans ce reportage, ce sont les plans larges. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de montrer une voiture qui a brûlé pour faire croire que toute l'île a brûlé. On voit vraiment qu'une grande partie de l'île est à feu et pas encore à 100 pour l'instant, mais déjà à feu, quoi. Voilà, donc merci à ce reporter inconnu qui a fait un excellent reportage. Un reporter indépendant et encore remercier évidemment, effectivement. Alors pour nous, l'idéal français et en même temps au Conseil national de transition français, canal historique, ce serait que nous allions vers une Europe sans élection. Et voilà comment j'ai introduit le sujet. Hop là. Alors ça, c'est en orientation. En fait, la question était posée dans un sens plus simple, c'est vers une Europe sans élection, point d'interrogation. Alors voilà, donc on sait que l'élection, on n'en veut pas au sein du CNTFCH dans le cadre de la démocratie, on est bien d'accord. Hein. On va pas élire des gens, donc c'est pourtant ce dont il est question ce dimanche. Alors pourquoi est-ce qu'on se dirige vers une Europe sans élection, puisqu'on va aller élire là maintenant hein, des gens. Bruno a donné une partie de la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire que le Parlement européen, qui est l'écrin dans lequel siègent 754 députés européens de 27 pays différents, ces députés, ils ont une force de proposition. Alors c'est déjà pas mal, hein, ils pourraient ne pas l'avoir, mais ils ont une force de proposition. Par contre, ils ont aucun pouvoir politique. Le pouvoir politique, il est du côté de Bruxelles, du côté de la Commission européenne. Là, on ne fait que rappeler les faits. Hein, on fait que rappeler les faits. Alors, tout à l'heure, j'ai dit 754 députés. Là, on est dans la Commission européenne, on est plus près de 54 000. Alors, mes chiffres sont un peu anciens, on m'en excusera. Ils ont 12-13 ans d'âge. En tout cas, à cette époque-là, il y avait 54 000 personnes à la Commission européenne, dans le fameux palais de la Commission européenne à Bruxelles, qui est un monstre architectural, et dans lequel tous ces gens qui sont soit des fonctionnaires, soit des non-élus de toute manière, et c'est eux qui vont premièrement élaborer les lois, faire les lois, et ensuite qui ont le pouvoir de pouvoir rendre la décision exécutive. Donc sans eux, rien ne se passe.
Donc voilà, donc déjà rien que pour ça, le pouvoir est entièrement entre les mains de la Commission européenne. Donc ça veut dire que notre institution qui s'appelle le Parlement européen, bah, à quoi sert-elle? Objectivement, hein, bah, objectivement, zéro, à rien. Donc on va élire des gens qui servent à rien. Et il y en a 754, et ça fait des années que ça dure. Alors la question était de savoir si on les supprimait ou pas. Évidemment non, on va pas les supprimer. C'est la seule vitrine démocratique dont on dispose. Oui, mais en guise ils ont le droit de discuter, mais ils n'ont pas le droit de décider. Donc c'est pas franchement démocrate. Ah bah oui, mais quand même. Oui, mais c'est comme ça. Bon, ok. Donc c'est pour ça que la question était posée en titre, vers une Europe sans élection. Pourquoi? Parce que toute assemblée dont il est démontré qu'elle ne sert à rien, quelle est sa vocation à cette assemblée? Bah, c'est de disparaître, si vous êtes d'accord avec moi sur l'analyse. Et donc un jour, on n'aura plus d'élection du tout en Europe, puisque le Parlement européen va mécaniquement disparaître, puisqu'il n'a plus d'intérêt. Donc il va rester quoi? Bah, il va rester une institution de type, allez, on va dire les mots, hein, de type féodal. Pourquoi de type féodal? Parce que le président ou la présidente de la Commission européenne, ou de l'Union européenne, pardonnez-moi, hein, je crois que c'est l'Union européenne, en l'occurrence, eh bien, est nommé. Mais oui, il est nommé. Mais il est nommé comme qui? Bah, comme un roi. On va dire comme Hugues Capet au Xe siècle en France. Bah oui, comme Hugues Capet au Xe siècle en France. Ils ont élu un roi qui s'appelle, à l'époque, quel était le premier président? Est-ce que vous vous en souvenez? Question à 100 sous. C'était un certain monsieur Von Rompuy, un nom imprononçable, qui était issu de comment dirais-je, de la noblesse, de l'aristocratie, je ne sais pas si c'est allemande ou polonais ou hollandaise ou bien encore danoise, je sais pas. Non, mais il était issu de l'aristocratie, donc déjà pour une démocratie c'est moyen. Et puis il a été nommé. Alors il a été nommé par qui? Bah, c'est intéressant. Il a été nommé par des puissances supérieures. Bah, lesquelles? Ah bah, c'est-à-dire les industries. C'est-à-dire que le rôle de la Commission européenne, ça n'est pas de défendre les intérêts des citoyens européens qui n'existent pas d'ailleurs, hein, il n'existe pas de citoyens européens, donc de gens habitant l'Europe, on va appeler ça comme ça, c'est pas de défendre leurs intérêts, c'est de défendre les intérêts des industriels qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'organisation politique de l'Europe soit ce qu'elle est maintenant, à savoir d'un côté une assemblée croupion qui bientôt a vocation à disparaître, et de l'autre un système qu'on pourra qualifier assez facilement de nature féodale, et qui va probablement durer si jamais on n'y fait rien, si jamais on ne réagit pas. Alors, dans le tour de passe-passe, qui dure depuis 1957 hein, quand même, hein, cette création petit à petit, step by step, brique par brique, on a perdu les 1000 années pendant lesquelles les peuples d'Europe, justement, ont fait des efforts, souvent par la guerre et souvent par des sacrifices humains, pour grignoter quelques parcelles de démocratie, tout simplement. Hein. Et ces parcelles de démocratie qui ont été grignotées autour du temps, aussi bien en France, bien sûr, on pense tous à la Révolution française, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu la Magna Carta en Angleterre, il y a eu d'autres événements dans certains points d'Europe qui ont fait avancer les idées, en tout cas, de la démocratie. Et parfois même des choses assez concrètes. Par exemple, bien Marion Sigaud nous raconte de façon très claire que Louis XV était totalement barré par les juges, par les Robins, comme on les appelait à l'époque, la magistrature qui mettait des bâtons dans les roues à chaque décision que le roi prenait. Et Louis XV a dû se battre toute sa vie pour pouvoir faire en sorte que ces messieurs veuillent bien faire ce que lui voulait faire. Donc le pouvoir n'était plus absolu, loin de là. Il l'a été sous Louis XIV, mais il a été dégradé ensuite, et jusqu'à arriver à Louis XV, qui a lâché la barre, et Louis XVI qui a un petit peu récupéré le truc, mais pas beaucoup. Hein, voilà. Donc dire que c'était l'absolutisme, ben non, pas du tout. Hein. Donc quand on parle de cette royauté française. Alors voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un système qui est de nature tout simplement féodale. Avec un Parlement européen qui lui-même a vocation à disparaître, donc probablement qu'il n'y aura bientôt plus de personnes à élire de ce côté-là, puisqu'ils servent à rien, et qu'on va s'en remettre à une immense entité administrative qui, comme je vous le disais à l'instant, a pour fonction de rendre la décision exécutive des lois et d'élaborer les mêmes lois. Hein. Et alors évidemment, il reste effectivement la partie magistrature. Est-ce que, à votre avis, Madame von der Leyen, qui est actuellement la présidente de l'Union européenne, est-ce que elle est
en proie avec la justice européenne. Eh bien oui, puisque vous savez sûrement qu'elle a envoyé des mails, des échanges de mails avec la société Pfizer, sur lesquels on lui demande des comptes, c'est-à-dire tout simplement de les fournir, de les présenter. Eh bien cette dame a décidé de pas les présenter. Alors, quand on est président d'une entité avec un groupe qui s'appelle l'Europe, qui a 500 millions de personnes, est-ce qu'à un moment donné, même si on est roi, même si on a une couronne sur la tête, et qu'on est accusé de choses comme d'avoir écrit sur des emails des choses impossibles, ou en tout cas illégales, normalement, on doit assumer ses actes. C'est-à-dire que même si la loi est avec moi, même si je peux dire non à la convocation, je vais quand même y aller car j'assume mes actes en tant que souverain, en tant que, allez, on va le dire, en tant que roi du Moyen-Âge, quoi, en quelque sorte. Eh bien, Madame von der Leyen, elle, non, pas du tout. Elle se sent dans une organisation de type industriel, de type, voilà, c'est des entreprises. On est dans une entreprise, et tant qu'elle n'a pas les huissiers chez elle, elle ne se présente pas à la convocation. Donc, c'est une autre forme de mentalité. On n'est plus sur l'honneur, on n'est plus sur la gouvernance d'un peuple. On est sur des relations d'ordre commercial, industriel, avec des consortiums tels que les cartels du pétrole et les cartels des médicaments, qui sont des cartels importants. Hein. On va citer des noms, on va citer Hoechst, on va citer Bayer, on va citer IG Farben qui a fermé après la guerre, mais qui s'est reconverti sous d'autres noms. Voilà, j'ai cité Hoechst, Bayer, et puis Sanofi qui avait racheté une part chez Hoechst, effectivement, à une époque. Et donc, tout ce petit monde, qui est un gros monde, et qui travaille à la construction européenne telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire telle qu'elle est aboutie déjà, ou presque maintenant, il travaille depuis la Première Guerre mondiale. Alors ça, c'est un petit peu d'Uchronie, hein, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas de l'Uchronie, je m'appuie sur des textes sérieux, dont un que j'ai déjà eu l'occasion de montrer ici, qui s'appelle Les racines nazies de l'Union européenne de Bruxelles, à fermer le banc. Donc on y trouve effectivement des noms comme Monsieur Walter Hallstein. Monsieur Walter Hallstein, je rappelle à tout le monde, était le premier président de l'Union européenne. Il a été démontré, notamment par ce livre, mais par d'autres aussi, qu'il était pleinement acteur dans l'Allemagne nazie. Il a fait des déclarations en 1939, en janvier 39, c'est-à-dire quelques mois avant la déclaration de guerre de septembre 39. Il a fait des déclarations importantes pour dire voilà quel sera le plan militaire et juridique pour l'Europe à venir qui sera supervisé par l'Allemagne et par l'Allemagne nazie évidemment. Hein. Donc tout ça a été récupéré, bien qu'il ait cherché à tout effacer vers la fin de la guerre, bien entendu. Hein, c'était le jeu préféré des nazis d'effacer les traces. Il y a quand même eu des évidences, il y a quand même eu des traces, il y a quand même eu des preuves. Et on les a, et elles sont toutes dans ce livre. Voilà, les racines nazies de l'Union européenne de Bruxelles, que je ne connaissais pas, et qui, ma foi, dit des choses fort intéressantes, et qui a été écrit à 8 mains. Il y a 4 personnes qui sont intervenues, je pense, en tant que témoins, probablement, et surtout en tant que fournisseurs d'éléments écrits. On voit des signatures sur des papiers, on voit plein de choses, donc tout est sourcé. Alors, on retourne un petit peu plus vers nous, vers notre époque à nous, et le monsieur Hallstein, il a franchi l'étape qui consistait à se faire passer pour autre chose que ce qu'il avait été réellement pendant la guerre, hein, à savoir un nazi montant. Il a été recyclé, si je puis dire, par les Américains dès 44, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il a été pris à Cherbourg. Cherbourg, c'est pas très loin de l'endroit où ont débarqué les Américains. Donc, c'est dans les jours qui ont suivi le débarquement, il s'est fait attraper. Il a été recyclé immédiatement aux États-Unis, d'où il est revenu avec un plan. Et il a été poussé dans le dos par on ne sait pas qui. Alors on peut imaginer qui, mais quand même. Et il a donc été à l'origine de l'organisation de la future Union européenne. Hein, voilà. Donc par qui il a été poussé et pourquoi est-il parti aux États-Unis? Moi je dirais que ce qui n'est pas marqué dans ce livre, c'est que il a été effectivement aux États-Unis pour rencontrer ceux qui font partie des cartels que j'évoquais à l'instant, et notamment le cartel du pétrole. Bon, c'est Rockefeller, hein, le pétrole. Hein, donc voilà. Donc il a les intérêts de Rockefeller, ses intérêts de BASF, les intérêts de Bayer ont tous été pris en compte pendant les 2 guerres mondiales, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui consistait à chasser toute forme de concurrence à leur monopole, qui consistait à obtenir des brevets qui les rendaient tout à fait exempts de concurrence, hein, en quelque sorte.
et il voulait toujours plus, et se garantir de plein de choses. Alors, Philippe, on peut aussi rajouter à ce que tu dis que Jean Monnet, un des fondateurs de l'Europe, était, et ça a été reconnu, un agent de la CIA, que ce que voulaient faire les Américains, comme ils ont essayé de faire d'ailleurs en 1944, et que De Gaulle a refusé, c'est qu'ils essayaient de transformer la France et certains pays européens comme finalement des États américains supplémentaires, c'est-à-dire de pratiquement les coloniser. Et donc, suite à ça, de Gaulle s'est élevé contre ça pour maintenir l'indépendance de la France. Mais le problème, c'est que les Américains, eux, ont mis la main sur l'Allemagne après la guerre. Donc, et notamment en récupérant un certain nombre de savants nazis qui ont été, entre guillemets, blanchis par eux pour pouvoir récupérer leurs connaissances techniques. Mais en plus de ça, les Américains, jusqu'à la chute du mur de Berlin, étaient extrêmement présents en Allemagne. Et encore actuellement, l'Allemagne dépend des Américains pour beaucoup de choses et ne vend d'ailleurs qu'aux Américains et n'achète d'ailleurs qu'aux Américains. Donc en fait, les Américains ont essayé de créer une Europe qui allait dans le sens de leurs intérêts et pas du tout dans le sens de l'indépendance des peuples. Contrairement à ce que nous voulons au Conseil national de transition français canal historique, où on veut que le peuple français soit libre et indépendant. Donc on est populiste dans le bon sens positif du mot, c'est-à-dire que on veut créer une véritable démocratie comme elle a existé il y a 2500 ans à Athènes, où le peuple vraiment avait non seulement son mot à dire, mais c'était le peuple qui décidait lui-même. Et là, ça fait grincer des dents à tous les tenants de soi-disant une Europe démocratique qui n'est absolument pas démocratique et qui est en fait, d'une manière cachée et déguisée, le rêve qu'Hitler voulait instaurer, c'est-à-dire d'une Europe dominée par l'Allemagne. Alors le problème, c'est que les nazis ayant échoué au niveau de leur but, eh bien ils sont revenus, on les a fait sortir par la porte, ils sont revenus par la mais d'une manière beaucoup plus discrète, en tenant, je dirais, en tenant compte des erreurs qu'ils avaient faites en déclenchant une guerre dans l'Europe. Donc, ils ont voulu recréer une Europe telle qu'Hitler l'avait voulu, mais d'une manière plus sournoise et plus douce. Et quand tu dis, Philippe, que le Parlement européen ne sert à rien, ben, il va continuer à exister, tout simplement parce que ça sert d'alibi pour faire croire qu'on est dans une démocratie. Citoyen du monde, oui, c'est un citoyen du monde que nous allons écouter maintenant s'il veut bien interagir. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci, je suis très honoré d'être nommé ainsi, sachant que cette façon d'être nommé peut être réservée à chaque être qui le décide, bien sûr. Dans le cadre de la fraternité, j'étais très heureux de lire ce titre, pour une Europe sans élection. Alors je l'avais compris dans le sens de Sylvain, c'est-à-dire que plus les gens prendront conscience de leur autonomie, connaissance de soi. Ça n'est pas ne pas avoir besoin des autres, l'autonomie. C'est se connaître suffisamment pour savoir en quoi appeler les autres à son aide et quelle aide pouvons-nous apporter aux autres. Donc plus les gens se connaîtront eux-mêmes, plus ils découvriront qu'ils sont parfaitement capables de vivre et donc de coopérer les uns avec les autres pour le plus grand bien de chacune, de chacun et de tous. Donc il n'y aura plus d'élection, il y aura juste des gens conscients de ce qu'ils font, qu'ils sont en train de prendre des décisions pour leur présent et aussi pour leur avenir, et qu'ils peuvent le faire ensemble sans se faire représenter par d'autres, parce que cette représentation ne vise qu'à déléguer un pouvoir. Or, le seul pouvoir, c'est le pouvoir avec. Ça n'est pas je délègue et finalement je pense à autre chose puisque l'autre est responsable de tout et prend le pouvoir. Le seul pouvoir, c'est avec. J'ai une amende honorable à faire car j'ai commis une inversion. Je prêche souvent de ralentir, je n'ai pas ralenti assez visiblement, et c'est pour ça que je ralentis un peu plus aujourd'hui. J'ai commis une inversion hier, mais je suis sûr que chaque personne qui m'entend, ayant développé suffisamment sa capacité à entendre, à voir, à comprendre et à aimer, a compris le sens de mes propos. Et à un moment donné, dans une phrase, j'ai dit le nazisme triomphera. Alors le seul sens où il peut être entendu, c'est l'humanité qui triomphera du nazisme.
où le nazisme retournera à l'énergie première de laquelle il a été extrait maladroitement. Comme je le dis, le nazisme est basé sur la terreur. Et moi j'ai grandi dans une société, j'imagine que vous aussi, où tout était terrorisant pour les enfants en train d'essayer de grandir et de ressembler aux adultes. Il y avait les punitions, il y avait les récompenses, il y avait les bons points et il y avait les mauvais points. Et quand on faisait une bêtise, on nous retirait tous nos bons points. Enfin, toutes ces méthodes destructives de l'âme. Pourquoi ne pas laisser les gens heureux de faire ce qu'ils font juste pour le bonheur de faire quelque chose, de rendre service aux autres ou à soi-même? Alors, je fais confiance à la vie pour triompher de tout parce que la vie est faite pour ça. Sinon, l'univers ne pourrait pas tourner. Il y a une loi dans l'univers qui est la plus grande loi, à mon avis, c'est la loi de la miséricorde. Sans laquelle l'univers s'arrêterait immédiatement. Imaginons que nous entretions rancune de tout ce qui nous a été fait comme misère dans notre vie. Déjà, notre foi tomberait immédiatement malade. Donc, la loi de la miséricorde va permettre d'accéder au nouveau paradigme. Nous allons passer au présent. Nous allons prendre conscience de ce qui s'est passé. Certes, c'est très utile. Et se dire, eh bien maintenant, dans le présent, qu'est-ce que nous pouvons faire de bon pour soi-même et pour son autre? Je crois que j'en ai fini. Je vous prie d'accepter mon souhait de vivre en paix, d'être heureux et de partager ce bonheur. Souhait accepté, évidemment, et avec quel bonheur. Nous allons terminer cette émission avec une petite question. Je voudrais vous demander, les amis, y en a-t-il un d'entre vous qui aurait des fois un pommier ou qui cultiverait des pommes? Bruno? Moi, oui. Alors, Ouais, sais-tu que tu peux être potentiellement considéré comme un dangereux compotiste? Ah oui. Ah, tu t'en connais. Hein. Ah bah absolument, je voulais mettre un petit peu de gaieté juste avant de se quitter et de se donner rendez-vous après le week-end. Ce sera lundi avec La France Libre, une émission du Conseil national de transition français Canal Historique. Il y aura certainement Bruno, Philippe, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames. Nous vous souhaitons une excellente soirée et un excellent week-end.